Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Encore toutes nos excuses puisque vous nous l'avez signalé. Il y avait un problème technique lié au son. Nous espérons que cela a été réparé et nous allons reprendre bien sûr notre entretien avec Madame. Bonjour, Monsieur Makosso. Laurence, non, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes enseignante, chercheur et femme politique. L'intérêt de vous avoir aujourd'hui, c'est de faire un retour sur l'actualité de la semaine, puisqu'il y a quelques jours, vous étiez en Russie, précisément à Sochi, où se tenait le premier sommet Russie-Afrique. Lors de ce sommet, il y a eu l'illustration de deux femmes, Nathalie Yamb et vous-même, et la question que nous sommes posée, étiez-vous attendu à Sochi? Je pense que nous étions attendus à Sochi puisque nous avons été invités. Et nous avons été invités par l'organisation. C'était pas un hasard parce que nous avons participé au mois de juillet à un colloque, à un événement où nous avons présenté des communications, Nathalie et moi. Et semble-t-il que c'est suite à ces communications que nous avons été retenus pour recevoir les invitations de Sochi. Après, le retentissement que les choses ont pris après, c'était pas calculé, mais c'est ce qui arrive aussi quand on défend une cause avec ses tripes, quand on défend une cause avec son cœur, quand on y est pleinement engagé. Et le cœur parlant au cœur, et ben les messages qui ont été libérés ont parlé certainement au cœur des Africains qui se sont reconnus. Alors, il faut dire quand même qu'il y avait 43 chefs d'État, certains accompagnaient leurs épouses, et là, il y avait deux femmes, je dirais pas deux petites femmes, mais enfin, deux grandes femmes qui ont fait la fierté d'un continent. Est-ce que vous vous attendiez à un tel écho de la part, je dirais, des Africains de Sochi? Dire qu'on s'attendait à ça, je pense pas que c'est ça la question. La question aujourd'hui, c'est pourquoi les Africains se reconnaissent dans ce qui a été dit. C'est cela qu'il faut retenir, c'est cela qu'il faut entendre. Il faut entendre aujourd'hui que l'Afrique a besoin de liberté. Et c'est ce que j'avais partagé à Berlin. Je disais, l'Afrique aujourd'hui a besoin d'être libre. Pendant trop longtemps, l'Afrique n'a pas été libre. Ça a été l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. D'autres pensent pouvoir décider à notre place. Et aujourd'hui, les Africains, autant qu'ils sont, tous les peuples ont les mêmes aspirations. Tous les peuples, les mêmes aspirations qui ont mené les Français à la Révolution française de 1789, les mêmes se retrouvent chez les populations africaines. Et il est temps qu'on entende ces cris-là. Il faut qu'on entende ce désir. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps. Et le temps aujourd'hui, c'est l'ère des peuples. Il est temps d'entendre ce que les peuples veulent. Vous savez, aujourd'hui, le peuple gabonais, comme tous les peuples, a besoin de liberté, de démocratie et d'état de droit. Et cet état de droit, cette liberté, cette démocratie ne sont pas incompatibles avec les intérêts économiques et stratégiques de nos partenaires. Pourquoi pendant longtemps, on a fait croire que les intérêts des partenaires sont inversement proportionnels à ceux des peuples africains. Ça veut dire à ceux, par exemple, du Gabon. Puis, pour que les partenaires soient satisfaits, il faut que nous, on soit insatisfaits. Pour que les partenaires s'enrichissent, il faut que nous, on soit appauvris. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi ceux qui se disent défenseurs des droits de l'homme, qui défendent des droits de certains hommes, offensent, méprisent les mêmes droits ou bafouent ces droits quand il s'agit d'Africains? Est-ce que parce que nous ne sommes pas pour eux des humains? Ou bien parce qu'ils sont dans une contradiction avec eux-mêmes. Et c'est ce que nous sommes allés dire, que nous sommes des êtres humains, nous sommes des Africains, et en tant qu'Africains, nous avons les mêmes droits que tout le monde, nous avons les mêmes aspirations que tout le monde. Ce qui est bon pour le peuple russe est bon pour le peuple africain. Et donc, s'il y a un partenariat qui doit s'établir, il doit s'établir dans le respect de la souveraineté et de la dignité du peuple, des peuples africains, du peuple gabonais en particulier, que je suis allé représenter, et en même temps du peuple russe. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de continuer à développer des relations au détriment de l'Afrique. Mais en même temps, l'Afrique ne peut pas vivre en autarcie. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui se mondialise, où tout le monde est en relation avec tout le monde. Donc nous n'allons pas dire que nous ne pouvons pas avoir de relation avec X ou pas avec Y, mais c'est à nous, dans ces relations-là, de définir exactement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Sauf que votre hôte, là-bas, à Sochi, le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, est aujourd'hui contesté, notamment dans certains aspects que vous défendez, vous, concernant les libertés et les droits de l'homme. Et quand vous parlez de souveraineté, Laurence Non, on sait aujourd'hui que la Russie de Poutine a quand même une tendance impérialiste. On sait ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'Ukraine. Est-ce que vous croyez que Sochi et la Russie, c'était les bons endroits indiqués pour faire entendre ce discours? Lorsqu'on défend une cause, toutes les plateformes qui sont ouvertes pour défendre la cause, pour moi, elles sont à prendre.
Aujourd'hui, on veut faire le procès à l'Afrique d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la Russie. Mais de vous à moi, les grands pays occidentaux, qui sont pourtant des démocraties, ont bien des relations économiques et diplomatiques avec la Russie. Quel est le pays démocratique dans le monde qui refuse des partenariats économiques et diplomatiques avec la Russie? Il n'y en a aucun. Ils ont tous des relations de partenariat avec la Russie. Nous avons entendu M. Emmanuel Macron, la vidéo a circulé lors de la dernière conférence des ambassadeurs, dans laquelle il dit lui-même qu'il est temps que la France revoie ses relations avec la Russie, parce que la Russie est en Europe. Eux-mêmes veulent à nouveau avoir un partenariat avec la Russie. Donc, dans un partenariat, si on veut avoir que des partenaires qui sont, entre parenthèses, parfaits, en tout point de vue, on ne sera en relation avec personne. Par ailleurs, les pays africains, pays comme le Gabon est une dictature. Le Gabon est une dictature. Qui ignore aujourd'hui les méfaits de la famille Bongo qui est au pouvoir? Qui ignore que les Bongos sont là parce qu'ils volent les élections? Ils ont été imposés, certes par la France, mais ensuite ils volent les élections depuis toujours. La dernière élection de 2016 a été l'une des plus sanglantes, où Ali Bongo s'est imposé au pouvoir par une fraude massive, en ayant massacré les populations, en ayant fait attaquer le quartier général de Jean-Ping. Et pourtant, le Gabon a plusieurs partenaires économiques et diplomatiques. La France est certes le partenaire privilégié, mais à côté de la France, le Gabon a toujours eu d'autres partenaires. Le Gabon est en partenariat avec les États-Unis, avec la Chine, avec le Japon, avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, avec le Maroc, pour ne citer que cela. On a vu Ali Bongo, après avoir volé l'élection, parcourir le monde entier quand son état de santé le lui permettait, aller dans les sommets. Donc pourquoi le monde fonctionne comme ça? Donc si nous on dit Vladimir Poutine la Russie veut un partenariat avec l'Afrique, nous on n'y va pas parce que c'est un dictateur, mais il faut aller justement lui dire que voilà ce que nous voulons et voilà ce que nous ne voulons pas, et que dans le partenariat que vous voulez établir avec l'Afrique, et c'est ce que Nathalie a fait ressortir dans son discours, c'est ce que j'ai fait ressortir dans mon discours, que si vous venez pour établir des partenariats comme ceux qui ont existé de par le passé et qui ont desservi les intérêts des Africains, vous nous trouverez sur votre route. Mais si vous venez pour établir un partenariat gagnant-gagnant, pour tenir compte de la souveraineté de nos peuples, de la dignité de nos peuples, vous avez votre place. Et c'est à nous de le leur dire. Et quand on va dans un partenariat, on va pour négocier. Si la Russie ne veut rien apporter sur le plan de la démocratie, nous lui disons de ne pas venir soutenir les dictatures non plus. Et c'est la mise en garde que je leur ai faite à travers mon discours, où je leur disais, vous voulez venir commercer, ok. Vous voulez venir établir un partenariat gagnant-gagnant, vous voulez venir faire du business, oui, mais sachez qu'aujourd'hui en Afrique, il y a un facteur d'instabilité. Et ce facteur d'instabilité, c'est la perpétuation des présidents au pouvoir. Ceux qui ne veulent pas partir, ceux qui, élection après élection, trichent, les populations n'en peuvent plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une élection, il y a de l'instabilité parce que les peuples réagissent au vol de leur élection. Or, le vol d'une élection, c'est un manque de respect de la souveraineté et de la dignité des peuples. Donc, avec ces régimes qui veulent se perpétuer au pouvoir, qui modifient les constitutions, avec la fièvre du 3e mandat, on voit les Guinéens qui sont dans la rue, on voit les Soudanais, les Algériens, partout dans le monde, on voit les Chiliens. Aujourd'hui, tous les peuples ont les mêmes aspirations. Et les peuples qui ont été longtemps opprimés, chaque peuple a son seuil de tolérance. Et moi, je suis profondément convaincu que 2020, les années 2019, nous sommes à l'ère des peuples. C'est le moment d'entendre les peuples. C'est le moment de les entendre. C'est le moment de se dire, le monde ne peut pas continuer de fonctionner avec des peuples qui veulent en exploiter d'autres. Et le monde ne peut pas continuer de fonctionner avec des dirigeants qui exploitent leur propre peuple, qui s'imposent par la force. Et c'est ce que nous sommes allés dire en Russie, que si vous voulez établir un partenariat, vous devez tenir compte de ces faits-là. Sinon, ça va se retourner forcément contre vous, parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Il faut entendre les peuples et laisser les peuples être libres de choisir leurs dirigeants, être libres de gérer leurs ressources, être libres de choisir leur monnaie, être libres de faire ce qu'ils veulent chez eux pour leur propre bien, dans le but de leur intérêt. Et donc, nous sommes convaincus, moi particulièrement, je suis convaincu que nos aspirations à la liberté, en tant que le peuple gabonais a besoin de liberté, de démocratie, il a besoin d'abord d'un état de droit. Et moi, je suis convaincu que cela n'est pas incompatible avec les intérêts économiques et stratégiques de nos partenaires. Mais c'est simplement à nous de le leur dire. Voilà, vous leur avez dit à Soti même, Laurence Ndon, comme vous le savez souvent, on le dit,
la plupart du temps, les pays n'ont pas d'amis, mais surtout des intérêts. Que valent, je dirais, la vie ou les vies des Gabonais ou des Congolais face aux intérêts russes quand ils doivent exploiter les sous-sols et surtout quand ils ont, je dirais, cette latitude de faire ce qu'ils peuvent. Que valent, ces questions liées aux transparences des élections quand les Russes d'abord veulent armer les États qui aujourd'hui en sont quasiment friands? Les vies des Gabonais, les vies des Congolais valent dans ce genre de partenariat ce que leurs représentants décident qu'elles valent. Pourquoi dans un partenariat, la Russie viendrait défendre ses intérêts face à des dirigeants africains au détriment de la vie des Africains? Est-ce à la Russie qu'il faut l'imputer? Ou bien à ces dirigeants qui vont et qui rentrent dans des négociations et qui signent des contrats en sachant très bien que leur peuple va être spolié, en sachant que leur peuple va être tué? À qui la faute? Quand on va dans un partenariat, chacun défend ses intérêts. Si ceux qui représentent le Gabon estiment que le bien-être des Gabonais, c'est leur intérêt, c'est eux qui le mettront en avant, qui diront à la Russie, ça nous ne voulons pas, ça ne correspond pas, ça ne fait pas du bien à notre peuple. Mais si ceux qui vont négocier pour l'Afrique se fichent eux-mêmes de la vie des Africains et vont négocier en position de faiblesse, vont négocier comme des larbins. Certains d'entre eux, quand Vladimir Poutine passait, on voyait dans leurs regards, leurs yeux s'étincelaient, comme des enfants qui arrivent à Disneyland et qui voient leurs héros, mais alors qu'ils sont censés être des chefs d'État au même niveau. C'est cela, ces représentants qui sont des larbins. C'est pour cela que j'ai parlé de ces dictatures. Ces gens ne représentent pas valablement notre continent. Les autorités gabonaises qui sont parties ne représentaient pas notre pays, parce que déjà ce sont des gens qui ne sont pas élus, et ce gouvernement-là, ces dirigeants-là, ce sont des braqueurs, ils pillent leur propre État, et donc dans ce contexte, ils permettent à d'autres de venir piller, tant que eux ils peuvent en retirer un bénéfice pour eux-mêmes et pas pour leur peuple. Voilà notre problème. C'est pour cela que moi je pars du principe que c'est bien d'indexer l'impérialisme. Oui, nous devons dénoncer l'impérialisme. Nous devons dénoncer tous ceux qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent nous asservir. Mais nous devons aussi dénoncer ceux de l'intérieur, qui sont leurs complices. Et dire que ces gens ne sont pas dignes de nous représenter. Et voilà ce que moi je suis allé dire à Sochi. Et ce que je suis allé dire aussi à Sochi, c'est de mettre la Russie en garde et de leur dire, si vous voulez commercer avec nous, et que cette question de la transparence des élections n'est pas réglée, cette question de la confiscation du pouvoir, de la perpétuation au pouvoir, la modification des constitutions, tout le monde veut faire un troisième mandat. Si vous pensez que c'est de la rigolade, vos investissements ne sont pas en sécurité. Parce que les peuples sont en train de se révolter et ils continueront de se révolter jusqu'à ce qu'ils aient leur liberté. Autant Poutine est souverainiste parce qu'il dit qu'il se bat pour la Russie, autant qu'il sache que nous aussi nous sommes des souverainistes et nous nous battrons pour nos États avec les moyens qui sont les nôtres. Maintenant, pour parler de l'armée, on m'a dit oui, la Russie vend des armes à l'Afrique. Il va y avoir près de 3,5 milliards d'euros de vente d'armes fin 2019. A annoncé donc l'agence russe chargée de l'export des armes. Lorsque Ali Bongo est parti au sommet Chine-Afrique, qu'est-ce qu'il a ramené? Un contrat de vente d'armes. Les démocraties du monde vendent les armes. Une armée régulière, je ne parle pas des milices, toutes les armées régulières dans le monde s'équipent en armes. Parce que le rôle d'une armée, c'est d'abord d'être prête à défendre son territoire. Le rôle d'une armée, c'est être prête à défendre son peuple contre une agression. Et donc pour cela, les armées s'arment. Malheureusement, dans des pays qui dysfonctionnent, comme le Gabon, l'armée, plutôt que de protéger le peuple, protège le dictateur et la dictature et se retourne contre le peuple. Mais est-ce pour autant qu'on va définir de manière absolue que les pays n'ont pas le droit d'avoir des armes? Ce serait utopique. Sinon, on supprime les armées. Un pays qui ne s'arme pas, c'est la Suisse, il n'y a pas d'armée là-bas. Le principe même d'une armée, c'est qu'elle doit acheter des armes. Or, aujourd'hui, dans la guerre entre les puissances qui vendent les armes, certains trouvent logique d'acheter des armes d'une grande puissance et de ne pas en acheter d'une autre.
Aujourd'hui, parmi tous les conflits qu'il y a sur le continent africain, est-ce que toutes les armes sont russes? Donc, je ne suis pas en train de défendre la Russie, mais il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes à un moment donné. On ne va pas nous dire n'entretenir aucun partenariat avec la Russie, aucun partenariat économique, aucun partenariat diplomatique, parce que la Russie va vendre les armes. Quel est l'autre pays? Quel est l'autre pays qui ne vend pas les armes en Afrique? Qui ne vend pas les armes? La Chine vend les armes en Afrique. La France vend les armes. Les États-Unis vendent les armes. Donc, c'est un argument fallacieux. C'est comme s'il y a un désir de conserver l'Afrique dans un giron et qu'elle ne s'ouvre pas à d'autres partenaires. Or, aujourd'hui, pour tous les pays du monde, la meilleure stratégie de développement est une stratégie de diversification. Donc, il n'y a pas de raison qu'un pays comme le Gabon ne s'inscrive pas dans cette stratégie de diversification. Au Gabon, il y a toujours eu plusieurs entreprises, par exemple. Quand je prends le pétrole, mais Shell, qui a exploité le pétrole au Gabon jusqu'à un passé très récent avant de se retirer, n'est pas une compagnie française. Il y avait Total, il y avait Shell, il y avait d'autres compagnies, parce que la stratégie, c'est la diversification des partenaires. Et quand on diversifie ses partenaires, la Russie a sa place dans cette diversification des partenaires, à condition que le pays qui tisse le partenariat négocie un partenariat gagnant-gagnant. C'est le pays qui négocie son partenariat qui sait ce qu'il veut. Si les gens vont acheter des armes dans l'intention de les retourner contre leur propre peuple, que voulez-vous que ça fasse à la Russie? Elle commerce, elle veut vendre. Donc la difficulté se trouve encore une fois de notre côté, ceux qui nous représentent. Nous avons vu nos pays, un pays comme le Gabon, aller solliciter l'aide publique au développement, mais on a vu cette aide publique au développement finir dans les comptes bancaires, dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, le Gabon est un pays qui est endetté à 60% de son produit intérieur brut. Vous allez faire le reproche à ceux qui ont prêté de l'argent au Gabon parce que ceux qui sont allés endetter le Gabon ont détourné tout l'argent de la dette. Vous allez leur faire le reproche, ils ont donné, oui, ils n'avaient pas... Les premiers responsables, c'est ceux qui endettent le pays et détournent l'argent de la dette. Au point qu'on se retrouve avec un pays comme le Gabon où pendant 10 ans, aucune école n'a été construite et que les enfants s'asseyent à même le sol. Oui, on va aller dire à l'Agence française de développement, elle soutient les dictateurs. C'est vrai. On va lui dire que oui, elle donne de l'argent, on ne voit pas où va cet argent. On va s'en plaindre. Mais on ne doit pas oublier ceux qui, dans nos propres pays, nous enfoncent. Et c'est cela, moi, mon cheval de bataille, parce que c'est facile de pointer du doigt, c'est facile d'attaquer l'impérialisme, c'est facile de tout mettre sur le dos de la France. Elle a sa part de responsabilité, mais on ne peut pas dédouaner ceux qui gouvernent nos États. Parce que lorsqu'ils volent, ils le font de leur propre chef. On ne peut pas dédouaner le gouvernement gabonais. Lorsqu'il vole, il le fait de son propre chef. Et donc, ces questions-là, on doit régler nos questions de souveraineté d'abord. Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que nous voulons? Ceux qui gouvernent, ceux qui vont parler au nom du Gabon, qu'est-ce qu'ils veulent pour le peuple gabonais? Et c'est en fonction de cela que vos partenaires, on est dans un monde d'intérêts. Si vous ne défendez pas vos propres intérêts, les autres, ils grappillent jusque là où ils peuvent grappiller. Donc c'est à chacun de tisser un partenariat en préservant ses intérêts le plus possible. Sinon, on ne signe pas. Voilà, signer, préserver ses intérêts, dites-vous, Laurent. Donc vous parlez de souveraineté, nous avons vu là-bas à Sochi 43 chefs d'État réunis autour d'un homme, Vladimir Poutine. Or, si on va extrapoler un peu, en parlant de richesse et de partenariat, ces pays sont plus riches que la Russie. Bien sûr. Fallait-il aller en Russie ou bien pourquoi ce type d'événements ne se font pas sur le continent? Ce type d'événements ne se font pas sur le continent simplement parce qu'ils ne sont pas à l'initiative du continent. Parce que le continent africain ne sait pas encore parler d'une même voix. C'est ça le problème. Ça veut dire que, sauf que d'autres voient le potentiel de l'Afrique. La Russie, ce qu'elle a fait en organisant ce sommet Russie-Afrique, excusez-moi, c'est le premier, mais ce n'est pas de la philanthropie. Ce n'est pas de la philanthropie. La Russie n'a pas fait ça pour nos beaux yeux. La Russie le fait pour son positionnement stratégique et économique. Elle cherche ses intérêts. Donc aujourd'hui, on a eu le sommet Chine-Afrique. On a le sommet France-Afrique qu'ils appellent maintenant Afrique-France. Il y a aussi les États-Unis qui reçoivent souvent les pays africains dans le cadre de la Goa. Donc, tout le monde vient parce qu'on voit bien le potentiel de l'Afrique. Mais on a comme l'impression que ceux qui gouvernent certains pays africains ne voient pas leur propre potentiel. Et donc, s'ils vont parce qu'on les appelle, espérons qu'en y allant, ils ont pris au moins la peine de réfléchir sur ce qu'ils vont attendre
de ce partenariat et sur ce que eux aussi ont à offrir dans un partenariat. Parce que dans un partenariat, vous voyez, les gens n'arrêtent pas de nous dire, mais oui, mais qu'est-ce que la Russie peut apporter? Qu'est-ce que la Russie peut donner? Mais qu'est-ce que l'Afrique peut donner? Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter? Les matières premières. C'est tout ce qu'ils veulent, les matières premières. Mais non, comment l'Afrique s'inscrit dans cela? C'est à l'Afrique, c'est au président, à ceux qui sont allés représenter l'Afrique au niveau politique, ceux qui sont allés signer les contrats, c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent. C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent. Si vous n'êtes pas capable de protéger vos intérêts, ne demandez pas aux autres de le faire à votre place. Si vous livrez à la vindicte populaire vos propres populations, vous les livrez aux multinationales, vous les livrez à des contrats léonins, parce que derrière vous, en tant qu'individu, vous gagnez un pourcentage dans la corruption ou dans les commissions, celui qui vous corrompt a tort. Mais le corrompu aussi a tort. Les deux sont en réalité du tabac de la même pipe. Et c'est peut-être ça aujourd'hui le malheur de l'Afrique. C'est qu'il y a encore parmi nous des hommes et des femmes qui ne sont pas capables de mettre les intérêts du continent, les intérêts de leur peuple au-dessus de leur intérêt personnel. Et c'est cela aujourd'hui qui fait que nous nous retrouvons encore en grande difficulté. Mais je me réjouis qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui capables de prendre l'Afrique en main et de la faire prospérer de la meilleure des manières. Et c'est le temps pour ces gens-là aussi d'être révélés et de se battre pour prendre les choses en main. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'il y a aussi certains Africains qui estiment que, je dirais, cette ouverture, ces bras ouverts vers la Russie pourrait en fait donner le même, je dirais pas le même monstre, mais enfin une relation déséquilibrée qu'on a aujourd'hui avec la Chine? Elle pourrait, comme elle ne pourrait pas. C'est cela. Elle pourrait, il y a un risque. Elle pourrait, comme elle ne pourrait pas. Tout dépend de comment nous entrons là-dedans. Parce que sinon, on va dans le procès d'intention. Quelqu'un vous dit, je veux un partenariat. Vous n'allez pas lui dire, nous ne voulons pas de votre partenariat parce que le partenariat qu'on a fait avec tel a été mauvais. Tirez des leçons des précédents partenariats que vous avez tissés pour tisser maintenant de meilleurs partenariats. En disant, voilà, là où il y a eu des écueils, ces écueils-là, nous voulons les éviter aujourd'hui. Et c'est pour cela que moi, j'ai accepté d'aller à Sochi. Pour aller le leur dire. Et c'est pour cela que nous avons tous pris plaisir au discours de Nathalie. Parce que c'est ce qu'il fallait leur dire. Que si aujourd'hui, quelle que soit la puissance, quel que soit le pays, il veut tisser un partenariat avec l'Afrique, ça doit être un partenariat véritablement gagnant-gagnant. Pas seulement en apparence, pas seulement dans les discours. Parce que sur le terrain, il y a des peuples dont la misère est réelle. Il y a des peuples qui aspirent à une réelle liberté. Il y a des peuples qui aspirent à un réel état de droit. Parce que quand des enfants n'ont pas accès à l'éducation alors que leur pays peut la leur offrir, parce qu'il y a une minorité de personnes qui s'accaparent des richesses et qui permettent à d'autres de venir voler les richesses d'un pays au détriment d'un peuple, à un moment donné, ça va forcément éclater. Ça va forcément éclater. Et c'est contre cela que moi je mets les gens en garde. Et c'est John Fitzgerald Kennedy qui le disait, que ceux qui veulent empêcher des révolutions pacifiques font le lit aux révolutions violentes. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore le feu au Gabon et je ne veux pas qu'il y ait le feu. C'est pour ça que je dis, il faut entendre aujourd'hui ces peuples qui se lèvent. Il faut entendre le peuple guinéen quand il dit à Alpha Condé non au 3e mandat. Il faut entendre le peuple algérien, il faut entendre le peuple soudanais, il faut entendre tous les peuples qui se lèvent aujourd'hui et comprendre que ces dirigeants, en réalité, ne valent rien sans les peuples qu'ils sont censés gouverner. Et continuer d'aller à l'encontre de la volonté des peuples, c'est s'exposer à une instabilité quasi permanente. Et dans un contexte d'instabilité, aucune entreprise ne peut prospérer. Aucune entreprise ne peut faire du business. On a reproché à Nathalie Yamb, en fait, d'avoir stigmatisé la France, ou d'avoir indexé la France, et peut-être, je dirais, sans être surpris, on voit aujourd'hui des représailles, même symboliques, puisque sa page Wikipédia n'existe plus. Il y a certaines associations qui ont perdu leur espace Facebook. Vous-même, avez-vous fait l'objet de répression, ou bien vous avez encore toute votre présence nécessaire sur les réseaux sociaux? J'ai ma présence sur les réseaux sociaux. Je n'aimerais pas être la porte-parole de Nathalie, mais Nathalie a décrit une réalité. Elle n'a fait que décrire une réalité. Par des Africains et non pas entendu par d'autres qui estiment qu'ils ont aussi des intérêts en Afrique. Oui, ils ont des intérêts en Afrique. Vous savez, j'ai souvent posé une question. La France dit qu'elle est le pays des droits de l'homme. D'accord?
les droits des Français, ici, ils ont un état de droit. Ils ont la liberté d'expression. La France, cette démocratie avec laquelle nous sommes en relation depuis toujours, après l'esclavage, il y a eu la colonisation, depuis la décolonisation, nous sommes toujours en relation avec la France. Et pourtant, les dictateurs sont toujours en place. Et pourtant, le Gabon a toujours une dictature. Ali Bongo a triché l'élection. Il est toujours là. On a vu le président Emmanuel Macron embrasser Ali Bongo au sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, en lui disant « Oh, mon parent, mais je t'ai cherché hier ». Ils ont de parfaites relations. Emmanuel Macron est un démocrate. Donc, ce sont des choses qui, nous, aujourd'hui, nous touchent. Où on se dit, mais finalement, on dit, il ne faut pas vous entendre avec Poutine parce que c'est un dictateur, mais les démocrates saluent les dictateurs de chez nous. Ne les condamnent pas quand ils volent les élections. À quel niveau? Où est la cohérence? Et c'est faute de le dire? C'est être vindicatif que de le dire? Ce sont des incongruités qu'il faut soulever. Comment se fait-il que la France, qui est une démocratie, se retrouve avec des dictatures dans ses ex-colonies? Et ce, depuis 60 ans, presque. Est-ce le fruit du hasard? Est-ce le fruit juste de la malchance? Ou bien la France n'a-t-elle pas un rôle là-dedans? À un moment donné, il faut qu'on regarde la réalité en face et qu'on résolve les problèmes. Donc, il ne s'agit pas ici il faut qu'on comprenne que les intérêts de tout le monde doivent être préservés. Mais malheureusement, on nous a souvent fait comprendre que les intérêts français en Afrique ne peuvent être défendus que par les dictateurs. Pourquoi? Pourquoi de nobles intérêts ne peuvent être défendus que par ceux qui tuent leur peuple, que par ceux qui volent, que par ceux qui pillent leur propre pays? Pourquoi? À chaque fois qu'on a ces élections volées, il y a un silence radieux en France et que aucun de ces meurtres n'est condamné. Pourquoi? Donc, alors, quand on le dit, quand on a une scène internationale et qu'on peut le dire, en quoi est-ce qu'on aurait insulté qui que ce soit? Ce sont des paradoxes qui sont là et que nous aimerions voir résolus. Que la France entende aujourd'hui le cri de ces peuples qui disent stop aux dictatures, stop au pillage de nos ressources. Nous avons les mêmes droits que vous, parce que nous sommes tous des humains. Les Français ont 23 paires de chromosomes, tout comme nous. Nous sommes tous des humains. Donc si vous défendez les droits humains, sachez que nous avons les mêmes droits. Donc arrêtez de vous taire quand ils sont bafoués chez nous. Arrêtez d'embrasser et de soutenir et d'avoir pour amis ceux qui nous pillent. Parce qu'à un moment donné, nous voulons être libres. Nous voulons être libres. Nous voulons être libres. Et nous voulons bien vivre chez nous. Ce n'est pas normal que le Gabon, avec 1,5 million d'habitants, avec toutes les richesses qu'il a, plus du 2/3 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, tout en étant ami de la France, qui est un pays éminemment démocratique. Et à cela, aujourd'hui, nous disons non. Nous n'avons pas personnellement de problème avec la France. Mais si la France aujourd'hui décide d'établir des partenariats gagnant-gagnant, si elle décide de revoir la manière dont elle a géré l'Afrique francophone jusqu'à présent, si elle retire son soutien aux dictateurs, les Africains vont la saluer. Donc, il ne faut pas qu'on veuille nous stigmatiser. Il ne faut pas qu'on veuille nous faire croire. Vous savez, j'ai rencontré un homme politique en France qui m'a dit « Madame Dong, mais vous êtes en France, apparemment vous vous plaignez plus que ceux qui sont au Gabon. » Il s'accommode de la situation. Je lui ai dit « Monsieur, vous avez été au Gabon. Vous connaissez les conditions de vie des Gabonais. Et dire que les Gabonais s'accommodent de ces conditions de vie, dire que les Gabonais limite les apprécient, c'est les traiter c'est leur retirer leur humanité. Ça veut dire que pour vous, en fait, les Gabonais ne sont pas humains. Parce que les conditions de vie dans lesquelles vivent les Gabonais, vous, en tant qu'humains, vous ne les aurez pas supportées.
accommodé. Vous ne vous en seriez pas accommodé. Et c'est facile de dire que le peuple s'en accommode lorsqu'il n'a pas la capacité de manifester. Lorsqu'à la moindre annonce de manifestation, l'armée est dans la rue pour réprimer. Lorsque Privan Gomo se contente juste de faire un discours devant l'ambassade de France et qu'il se retrouve en prison. Lorsque Armel Mwende, parce qu'il a fait un discours et une vidéo devant un commissariat pour se plaindre de son enlèvement, de sa séquestration, se retrouve en prison. Aujourd'hui, le motif qui amène les Gabonais en prison, c'est outrage à chef d'État. Mais il y en a qui sont pédophiles, qui sont dehors parce qu'ils sont du côté du pouvoir. Il y en a qui commettent des crimes financiers tous les jours, ils sont dehors. Mais il suffit de dire un mot contre le régime, et même quand c'est la vérité, vous êtes en prison. Nous ne voulons plus ça. Qui condamne ces violations de droits de l'homme? La France est une démocratie. Nous, si elle veut avoir, Emmanuel Macron l'a dit, hein, c'est pas moi. Il a dit lui-même à la conférence des ambassadeurs qu'il va falloir qu'elle revoie son positionnement, sinon elle risque de disparaître. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité est madame Laurence Ndong, enseignante, chercheure et femme politique. Avec elle, nous abordons l'actualité. La plus récente était celle de Sochi en Russie, où s'est tenu du 23 au 24 octobre dernier le premier sommet Russie-Afrique. Laurence Ndong, vous avez déjà évoqué pas mal de réalités concernant le Gabon. Revenons au Gabon. Y a-t-il encore une opposition au Gabon aujourd'hui face à Ali Bongo, qui lui-même est assez diminué, et pourtant on le voit toujours mener ce pays de main de maître? Non, Ali Bongo ne mène pas le pays de main de maître. Enfin. C'est un... Non, je ne vous laisserai pas dire ça. D'accord. Ali Bongo aujourd'hui... le chef de l'État. Hein. Ali Bongo aujourd'hui est impotent. Oui. Il est, comme j'avais l'habitude de le dire, pendant longtemps le Gabon a été suspendu à un cerveau malade psychiatriquement et psychologiquement. Maintenant, le Gabon est suspendu à un cerveau malade anatomiquement. Parce qu'Ali Bongo a fait un AVC. Et suite à cet AVC, il est complètement paralysé de son côté droit, alors qu'il est censé signer du côté droit. Donc les signatures qu'on voit, c'est pas lui, c'est des cachets de sa signature qui a été scannée, imitée. Il a perdu la vue, il est complètement aveugle. Il a perdu plus de 60% de ses facultés intellectuelles, déjà qu'il n'en avait pas beaucoup. Donc Ali Bongo ne dirige plus rien. Aujourd'hui... Pourtant, il est toujours là, c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui parle au nom du Gabon. Non, il ne parle pas. Si Ali Bongo parlait, on l'aurait vu à Sochi. Si Ali Bongo parlait, on l'aurait vu à Sochi. Ali Bongo n'est président qu'à l'étranger. Il sait que les Gabonais l'ont vomi et ne l'ont jamais voté. C'est pour ça qu'il passait son temps à parcourir les sommets, parce que là-bas, au moins, on l'appelle Monsieur le Président et on lui déroule le tapis rouge. Le tapis rouge qu'il n'a pas su se faire dérouler dans le cœur des Gabonais, il va se le faire dérouler à l'étranger. Donc, si Ali Bongo était capable de quoi que ce soit, on l'aurait vu dans les sommets internationaux. D'ailleurs, même au Gabon, il est incapable de tenir une conférence de presse. Tout ce qu'on voit de lui... faire quelques pas il n'y a pas longtemps. Oui, mais en même temps, diriger un pays, ce n'est pas faire quelques pas sur une estrade que l'on a eu beaucoup de mal à monter et que l'on a dû monter avec l'aide de son directeur de cabinet, de son aide de camp, tellement on est incapable de se déplacer. Diriger un pays, ce n'est pas apparaître sur des photos de temps en temps ou sur des vidéos muettes. Ce n'est pas ça, diriger un pays. Et donc, ça prouve qu'aujourd'hui, Ali Bongo ne dirige absolument rien. Malheureusement, le Gabon est entre les mains de la femme d'Ali Bongo, entre les mains de son directeur de cabinet et avec une classe politique aux ordres des hommes et des femmes qui ont perdu toute dignité, qui ne sont pas capables de défendre leur pays pour ce qui est juste, avec une cour constitutionnelle qui, elle, est plus asservie que toute autre chose. Et donc, aujourd'hui, le Gabon, véritablement, c'est un cas d'école. C'est un désordre qui n'a jamais été vu. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'il y a une opposition? Oui, je suis là. Je m'oppose à ce régime. Il y a des jeunes qui s'opposent à ce régime. Il y a des personnes qui s'opposent. Les Gabonais, dans leur cœur, dans leur maison, s'opposent à ce régime. Et tôt ou tard, il finira par tomber. Et que faites-vous des leaders politiques patentés, ceux qu'on connaît, autour de M. Ping et consorts? Je ne connais pas leur stratégie. Je ne suis pas en relation avec eux. Je ne suis encarté dans aucun parti politique. Je n'appartiens pas à la coalition pour la Nouvelle République dirigée par M. Jean Ping, même si en 2016, cette coalition m'a demandé de parler en son nom dans les médias, mais je veux rappeler que lorsque j'ai été contacté par la Coalition pour la Nouvelle République, c'était le 4 septembre 2016, et que le 4 septembre 2016, j'avais déjà fait toutes les télés de France et de Navarre, à part une ou deux, et que d'ailleurs, ils me contactent parce qu'ils m'ont vu à la télé. Donc, c'est pas eux qui m'y ont envoyé. Ils m'ont sollicité pour que je leur apporte mon expertise. Je l'ai fait pendant un temps, et au moment où j'ai estimé que je n'avais plus rien à faire dans ce milieu, je me suis retiré de façon
très discrète, donc je continue ma lutte, donc je ne peux pas parler au nom d'une opposition à laquelle je n'appartiens pas véritablement en tant que structure. Mais parce que je ne connais pas leur stratégie, je n'échange pas avec eux. Ce que je fais, je le fais de mon propre chef, avec mes convictions, je développe mon propre combat, et donc je ne peux pas parler d'une opposition, je ne suis pas mandatée pour ça. Est-ce que vous nous diriez aujourd'hui que ceux qui ont mené ce combat depuis 2016, aujourd'hui, ont perdu la main, ou ne peuvent plus non plus assez de force face à Ali Bongo, malgré qu'il soit impotent, et qu'il faut aujourd'hui de nouvelles forces, d'autres personnes? Je ne peux rien dire parce que je suis là depuis 2016. Et il y en a d'autres qui sont depuis 2016 qui sont là, qui sont toujours sur le terrain. On a vu nos compatriotes du mouvement Appel à agir qui se sont mis ensemble. Jean-Gaspard Toutoumaï, Elsa Ruchel Boukandou, pour ne citer que Marcona, avec d'autres députés, d'autres personnes qui sont avec eux, Franck Jimbi, Cyr et tout ça. Ils se sont mis ensemble à 10 pour faire entendre une voix, pour dire qui dirige le Gabon. Il faut qu'on ait une expertise médicale d'Ali Bongo. D'ailleurs, la juge qui a osé dire que leur requête en justice était recevable a été mise de côté, mais ils continuent le combat. Donc il y a des gens qui combattent sur le terrain. Peut-être que certains sont fatigués et qu'ils se sont peut-être mis de côté. C'est leur droit aussi, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que personne ne se bat au Gabon. Il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui travaillent dans les quartiers, il y a des gens qui continuent de lutter. Justement, c'est le piège dans lequel ce régime va tomber, parce qu'il a comme le sentiment qu'il a un boulevard, et donc ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Quand on pense qu'ils ont atteint le fond, ils ont encore la pelleteuse, ils continuent à creuser. Mais je leur dis souvent, attention, la chambre magmatique est à côté et l'explosion n'est plus très loin. Il faut dire aussi qu'il y a un nouveau hashtag qui est apparu au Gabon, c'est BLA, donc Brice Lacruche Alianga. Alors, on dirait que vous l'auriez rencontré à Paris. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que vous avez vu BLA ou vous faites BLA comme ses partisans? Alors, ce monsieur s'appelle Brice Farjon. Je tiens à le dire. Il s'appelle Brice Farjon, il a une double identité parce qu'il a un passeport français dans lequel il s'appelle Brice Farjon. Et il aurait un passeport gabonais parce qu'en plus ils sont spécialistes des faux papiers dans lequel il s'appellerait Brice Lacruche Alianga. Vous savez, je fais dans mon engagement citoyen, dans mon engagement politique, il est question de défendre les intérêts d'un peuple. Il est question de défendre les conditions de vie des populations. Je répète toujours que j'ai grandi à Libreville. Je viens du Mapane. Je viens des bidonvilles de Libreville. Donc la misère, je connais. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de l'eau courante à la maison, de devoir se lever à 5 heures du matin, prendre un seau, faire 500 mètres à pied pour aller puiser de l'eau, juste pour venir se laver, pour aller à l'école. Je connais ça. Je sais ce que c'est de faire 10 kilomètres à pied alors qu'on a 11 ans et qu'on est en 6e pour partir et venir à la maison. Donc, ces conditions de vie que moi j'ai connues, je ne peux pas accepter que 30 ans après, que mes compatriotes soient toujours dans ces mêmes conditions de vie. Parce que dans ces compatriotes-là, il y a ma famille, il y a mes frères, il y a mes soeurs, il y a mes neveux, il y a mes nièces. Je ne peux pas accepter ça. C'est le sens de mon engagement. Et ce, d'autant plus que mon pays a les moyens d'offrir un minimum à chacun de ses compatriotes. Donc, je ne suis pas dans les considérations de personne. Je ne suis pas dans les considérations de personne. Alianga peut faire sa vie comme il veut, tant que ce qu'il fait n'a pas d'incidence sur la vie de mes compatriotes. Mais à partir du moment où ce monsieur se permet de piller les caisses de l'État, ce monsieur se permet d'être arrogant, condescendant, il se permet d'usurper un positionnement qui n'est pas le sien, que la Constitution ne lui octroie pas, que personne ne lui octroie, je me mets en face de lui pour défendre les intérêts de mon peuple. Et je répète toujours aux gens que j'étais au PDG. Je suis resté au PDG de 2012 à 2015. C'est moi qui démissionne. Lorsqu'on me propose d'entrer au gouvernement en septembre 2015, les Gabonais ne me connaissaient pas comme ils me connaissent aujourd'hui. C'est moi qui ai refusé. Lorsque M. Pacom Moubele, à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur, directeur de cabinet politique d'Ali Bongo, me reçoit le 4 mai 2015, et me propose de l'argent pour que je retire ma démission du PDG. Je refuse alors que personne ne me connaît. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, après avoir suscité tant d'espoir dans le cœur de mon peuple, après m'être battu autant, je vais me rabaisser à aller rencontrer Alianga. Parce qu'il est qui? Parce qu'il est quoi? Parce qu'il va me donner quoi? Donc, et quand j'entends les gens dire, oui, elle est opportuniste, elle veut un poste. Les opportunistes, ils sont au PDG. C'est là-bas que j'avais l'opportunité d'être ministre. Je serais ministre aujourd'hui. Mais la Bible dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des grands biens
et qui prend des voies tortueuses. Et c'est le fondement de ma vie. Si je dois être quelque chose, ce sera en pratiquant l'intégrité et la droiture. Sinon, je choisis de ne rien être. Donc, je ne peux pas avoir un double discours parce que je n'ai rien à faire avec ça. Donc, si j'étais intéressée depuis 2016, quelle proposition je n'ai pas eue? Mais que vaut l'argent? Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Que valent la vie des Gabonais face aux intérêts russes? Et moi, justement, la vie pour moi a plus d'importance que l'argent. Et je préfère la considération de mes concitoyens et avoir les comptes bancaires à sec plutôt que d'aller me fourvoyer à prendre un argent sale et faire du mal à mon peuple. Je me battrai pour le peuple gabonais et si je dois y laisser ma vie, je la laisserai. Alors la pauvreté, je prends. Laurence Ndong, merci. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci Anthony Muyungi. Merci à notre invité. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.